merci beaucoup de votre accueil et de l'accueil d'Albert. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, et je dirais tout particulièrement en ce moment qui est un moment difficile et aussi un moment crucial sur beaucoup de plans. Je sais que... Plus fort. Ah, le micro n'est pas assez fort apparemment. Faut le rapprocher. Alors, mets-toi plus là, mets-toi plus. Je peux me mettre par là. Voilà. Oui, j'avais l'impression qu'on m'entendait. Mais c'est mieux comme ça. Bon, mais c'est parfait. Voilà. Bon, eh bien, je ne veux tourner le dos à personne. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça. Ça doit aller à peu près. Oui, donc je disais que c'était un moment crucial parce que, comme vous êtes très bien placé pour le savoir, Binyamin Netanyahou est en voyage pour les États-Unis et il va s'adresser au Congrès des États-Unis et il va s'adresser à l'AIPAC. Et ceci dans un contexte où Barack Obama, je crois, est en train de parler en ce moment. Donc je n'ai pas le détail de ce que Barack Obama est en train de dire, mais je dois dire que je m'en doute. Parce que je connais Barack Obama depuis pas mal d'années. Je l'ai connu avant qu'il soit président. Enfin, pas personnellement, je ne le fréquente pas et je ne crois pas qu'il ait envie de me fréquenter. Mais disons que je sais qui il est. Et donc, je dirais que cela me suffit très largement pour ne pas avoir précisément du tout l'envie de le rencontrer. Donc, je me doute de ce qu'il dit parce que aussi, je vois ce qu'il fait depuis 2 ans. Et donc concrètement, ce que je voudrais placer au centre de mon exposé, c'est précisément l'objet dont il doit traiter à l'intérieur de son discours, c'est-à-dire ce qu'il doit encore appeler le printemps arabe, la merveilleuse démocratie qui est en train d'arriver dans la région. Et pour moi, il n'y a pas de printemps arabe, pour moi il y a un hiver islamique qui se prépare. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ce printemps a commencé en hiver, et je dirais que l'hiver est en train de se prolonger. Il peut devenir un hiver très chaud dans certains cas. Bon, apparemment, je ne parle pas assez fort, donc je vais encore essayer de parler plus fort. Bon, le micro plus près de la bouche, bon. Oui, on entend très bien ? Oui, parce que après j'ai peur qu'il y ait un effet de Larsen, ou alors il faut que je m'éloigne un petit peu, peut-être. Non, bon. Parce que après, s'il y a un effet de Larsen, c'est pas agréable pour les gens qui sont dans la salle. Bon, alors rapidement, parce que je dirais que je suis de toute façon ouvert à toutes les questions que vous serez amenés à vous poser, je dirais que nous sommes dans une phase de mutation assez profonde de la planète, et la matrice de cette mutation dans laquelle nous sommes, je pense qu'elle se situe aux États-Unis et qu'elle se situe à Washington, et qu'elle est liée très directement à la politique qui est menée par Barack Obama en ce moment. Cette politique, sa politique intérieure, c'est aussi sa politique étrangère. Sa politique intérieure, on pourrait penser qu'elle n'a pas d'impact sur le reste du monde. Si, elle a un impact sur le reste du monde, parce que cette politique intérieure, elle vise à transformer radicalement les États-Unis, comme Barack Obama l'avait d'ailleurs annoncé avant d'être élu. Certains n'avaient pas pris cela au sérieux, ils avaient tort de ne pas le prendre au sérieux. Il est en train d'essayer de transformer radicalement les États-Unis. De quelle façon ? Eh bien, en créant des systèmes de dépendance sociaux de plus en plus grands, en endettant le pays d'une manière considérable et en étatisant des secteurs entiers de l'économie. Si vous regardez en particulier la loi sur la santé, c'est une loi qui vise à étatiser 16% de l'économie américaine. Si vous ajoutez à cela ce qui s'est passé dans le secteur automobile, ce qui s'est passé dans le secteur financier, vous voyez qu'en fait, en très peu de temps, en 2 ans, le gouvernement américain a pris en main 30 à 40% de l'économie américaine, ce qui est absolument considérable et ce qui est absolument sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Si vous regardez l'endettement des États-Unis, vous voyez aussi que cet endettement atteint des proportions sans précédent. Si vous regardez d'autres dimensions, vous allez immédiatement voir les conséquences internationales que cela a, parce que en même temps qu'Obama met en place ces programmes que je viens de décrire rapidement, sur lesquels je pourrais revenir en détail, si vous voulez, je les connais en détail, mais je ne vais pas vous embêter avec ces détails-là. En même temps, Barack Obama réduit de manière drastique les programmes d'armement américains.
Et quand vous réduisez les programmes d'armement américains, ça a des conséquences sur la crédibilité des États-Unis dans le monde. Une diplomatie crédible, c'est une diplomatie qui doit être appuyée sur une armée quand on a affaire à des pays qui ne sont pas obligatoirement très sympathiques, comme l'Iran par exemple. Donc affaiblir militairement les États-Unis, c'est leur retirer de la crédibilité internationale. Il y a un autre aspect de sa politique intérieure qui a des conséquences très graves sur le reste du monde, c'est sa politique environnementale. Alors cette politique, elle est menée par l'intermédiaire de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, et cette politique, elle a abouti à un moratoire complet sur toutes les exploitations pétrolières et sur toutes les exploitations de gisement, les quêtes de gisement, et sur un moratoire complet de l'exploitation pétrolière du golfe du Mexique suite à l'accident de BP. Ce qui fait que vous avez des entreprises américaines qui travaillaient sur le golfe du Mexique et qui maintenant vont travailler pour le Brésil parce qu'elles sont au chômage technique aux États-Unis. Donc concrètement, comme l'exploitation au Brésil commence à peine, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un renchérissement considérable du prix du pétrole qui a monté très fortement ces derniers mois, au cours des 18 mois écoulés. Et ce renchérissement du pétrole a pour conséquence, entre autres, parce qu'il s'accompagne aussi d'une utilisation de l'éthanol, une augmentation du prix des matières premières agricoles. Alors quelles sont les conséquences de cela? Un renforcement financier des pays qui sont des pays producteurs de matières premières, comme l'Iran par exemple, ou comme la Russie, et d'autre part, des problèmes beaucoup plus graves dans des pays où le niveau de vie est très bas, comme l'Égypte ou la Tunisie, où vous avez eu des émeutes de la faim. Le début des émeutes que vous avez eues en Tunisie ou en Égypte, ça a été des émeutes de la faim, c'est parce que les produits alimentaires ont connu une augmentation extrêmement forte. Et donc on ne voit pas toujours que les effets de la politique intérieure américaine débouchent aussi sur ces effets-là. Et puis, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'il y a une mise en place d'un endettement exacerbé? Obama a multiplié par 3 l'endettement des États-Unis depuis qu'il est arrivé. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Bon, et donc, et ça peut encore continuer. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, des agences comme Standard & Poor's, des agences de notation, envisagent de dégrader la note des États-Unis, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette politique? Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est de l'ineptie? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une volonté de mettre les États-Unis dans une situation de dépendance par rapport à d'autres pays, les pays qui peuvent prêter de l'argent, qui peuvent avancer de l'argent aux États-Unis. Et si je dis cela, c'est parce que tout ce que je viens de décrire a été pensé à l'avance par un certain nombre de gens qui ont fait partie ou font toujours partie de l'entourage de Barack Obama. Parmi les principaux conseillers de Barack Obama, il y en a un qui a écrit un livre qui est devenu le livre de chevet de Barack Obama au cours des 2 dernières années. D'ailleurs, il a été en photo avec plusieurs fois. C'est Fareed Zakaria, qui, comme son nom l'indique, est d'origine musulmane, pakistanaise, et qui était le rédacteur en chef de Newsweek. Newsweek, ancienne formule ayant fait faillite, ayant été racheté par quelqu'un d'autre, ça devient Newsweek plus présentable. Fareed Zakaria est maintenant à CNN et fait une grande émission le dimanche après-midi sur CNN. Mais Fareed Zakaria est toujours l'un des principaux conseillers de Barack Obama aujourd'hui. Et Fareed Zakaria a écrit un livre qui s'appelle Le monde post-américain. Donc, en gros, il envisage que le monde va devenir un monde où les États-Unis ne seront plus la puissance hégémonique, ne seront plus la première puissance du monde et doivent s'accommoder de ce que l'on appelle en Europe un monde multipolaire. Bon. Ce monde multipolaire, il est conçu d'une manière très particulière, ajouterais-je à ce que je viens de dire. Si vous regardez le discours de Fareed Zakaria, ce monde multipolaire, c'est un monde dans lequel on ne doit plus prendre en compte des critères qui sont un peu dépassés, comme les différences entre démocratie et dictature, ce genre de considérations politiques, et on doit considérer que chaque civilisation a son propre mode de fonctionnement, et puis que quand même, si l'on regarde le fonctionnement du monde, les dictatures ont un avantage par rapport à la démocratie, c'est qu'elles assurent une stabilité. On sait à quoi s'en tenir avec cela. Et donc, très régulièrement, au cours des 2 dernières années, Fareed Zakaria publiait des articles faisant l'éloge de la dictature communiste chinoise en disant « Là, au moins, on a une société solide qui incarne l'avenir, ça devrait être le modèle pour les États-Unis du futur ».
Bon, alors je n'avais jamais vu auparavant des gens qui prenaient la Chine comme modèle pour ce que les États-Unis devaient devenir, surtout la Chine telle qu'elle est actuellement, hein, qui est une dictature, où on met les internautes en prison, où il y a toujours le Laogai qui est l'équivalent du goulag pour la Chine. Mais si, bon, dans l'entourage de Barack Obama, vous avez des gens qui pensent que la Chine est un modèle. Et il n'y a pas que Fareed Zakaria, vous avez aussi Thomas Friedman, qui est très proche de Barack Obama, et qui est l'un des principaux éditorialistes du New York Times. Donc, et sur ces dernières années, Thomas Friedman a fait énormément d'éditoriaux où il disait le modèle chinois, c'est absolument extraordinaire, c'est ce modèle-là qu'il faudrait absolument suivre. Bon, oui, en plus, mais enfin, bon, je vais parler d'Israël dans un instant. En plus, bon, ces gens sont bien sûr anti-israéliens. Fareed Zakaria, il a une qualité de plus, si je puis dire, aux yeux d'Obama, pas à mes yeux. Hein. Cette qualité, c'est qu'il pense qu'on peut tout à fait s'entendre avec l'islam radical. Que simplement il importe de lever quelques obstacles pour que l'entente soit parfaite. Bon, alors à l'échelle planétaire, déjà, que l'on voit la politique étrangère telle qu'elle est conçue dans l'administration Obama, il y a un problème, c'est qu'il y a des tensions. Pourquoi est-ce qu'il y a des tensions dans le monde, me direz-vous? Eh bien, l'administration Obama a la réponse. Il y a des tensions dans le monde parce que les États-Unis sont trop puissants. Donc si les États-Unis deviennent moins puissants, si les États-Unis apparaissent comme étant moins arrogants aux yeux de gentils personnages comme, je sais pas, Ahmadinejad ou les dictateurs chinois, etc., tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et qu'est-ce que ce sera que ce meilleur des mondes, selon l'administration Obama? C'est un monde dans lequel beaucoup de pouvoirs, de plus en plus de pouvoirs seront confiés à l'Organisation des Nations Unies, et c'est un monde dans lequel vous aurez une mainmise par ce que j'appelle en général un cartel de régimes autocratiques. Alors ça peut aller de dictature clair, comme le régime chinois, à des régimes assez autoritaires, voire très autoritaires, comme le régime russe, parce que la Russie ne me paraît pas être une société très démocratique. Bon, inutile d'épiloguer, je pense, là-dessus, ou comme le régime iranien, par exemple. Et donc, sur ce plan, je crois qu'Obama, ce soir, est en train de faire les gros yeux à Ahmadinejad et au régime iranien, mais c'est pour la forme parce qu'il a des élections dans un an. De facto, depuis 2 ans et presque et demi qu'il est au pouvoir, Barack Obama a tout fait pour laisser l'Iran avancer dans la direction qu'il choisissait. Et si vous regardez les déclarations des conseillers de l'entourage de Barack Obama, ils disent on pense que l'Iran est en train de devenir la puissance hégémonique de la région. Alors c'est un discours qui ne plaît pas à l'Arabie Saoudite, donc on va vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour contrebalancer cela, mais enfin disons que de facto, dans l'administration Obama, on pense que le Proche-Orient sera plus stable si on reconnaît que l'Iran est destiné à devenir la puissance hégémonique de la région, et si l'Iran est contrebalancé par, disons, 1 ou 2 puissances sunnites, comme la Turquie, à condition qu'elle se rapproche un peu de l'islam radical, même beaucoup, et l'Arabie Saoudite, pour peu qu'elle voit de quel côté se situe le cheval fort, c'est-à-dire du côté de l'Iran. Voilà à peu près comment on voit les choses.